Bien, donc aujourd'hui je vais vous parler traits de personnalité. Je veux dire, je ne vous connais pas, les trois quarts d'entre vous, je ne connais même personne. Par contre, je suis à peu près sûr d'une chose, c'est que vous avez à peu près tous des traits de personnalité différents et des caractères différents. Donc certains d'entre vous seront timides, certains d'entre vous seront ambitieux et d'autres vont plutôt avoir des profils de type anxieux. Et la question qui est posée, c'est que finalement, en biologie, mais aussi en médecine, on a eu tendance à laisser de côté et à ignorer un petit peu ces variations interindividuelles, malgré le fait que ces variations, elles vont avoir des importances. D'un point de vue personnel, c'est vrai que selon votre comportement, ça va changer vos interactions avec les autres personnes, ça va changer votre intégration dans la société, ce que vous êtes capable de faire, et ça va aussi altérer certainement des vulnérabilités ou des résiliences à des pathologies. Donc la question maintenant qu'on va essayer de voir, c'est comment est-ce que, d'un point de vue biologique, on peut aborder ces questions de la variabilité interindividuelle. Alors une des premières choses qu'on va quand même bien rappeler, c'est que cette notion de personnalité, elle n'est pas propre à l'homme. C'est pour ça un petit peu cette image, c'est qu'en fait, dans le règne animal, et ça tous les propriétaires d'animaux le savent déjà, je suis capable d'identifier des traits de caractère. Vos chiens, vos animaux de compagnie, vous êtes capable de dire s'ils sont sociables, etc. Je vais vous présenter un premier exemple, qui est une expérience qui a été faite à Nancy dans les années 90, dans lequel ils vont montrer finalement qu'en fonction du contexte social, environnemental, on va faire émerger différents types de personnalités chez des animaux, ici des rats. L'expérience, elle a pour but finalement de mettre des animaux ensemble. Ils vont avoir accès à de la nourriture, ils vont devoir passer par un corridor. Et puis à un moment, ce que les expérimentateurs vont faire, c'est qu'ils vont remplir ce corridor d'eau. Ça va générer du stress, ça va générer des réponses différentes selon les individus. Face à ça, vous allez avoir un certain nombre d'animaux qui vont accepter de plonger, finalement, pour aller récupérer de la nourriture. Et une des choses intéressantes, c'est qu'ils ne peuvent pas consommer la nourriture sur place, donc ils sont obligés de la ramener. À partir de ça, on va voir émerger trois types de comportements. Il y a une certaine population de rats qui va complètement refuser de plonger pour aller chercher de la nourriture. Donc à partir de là, il va falloir qu'ils développent une stratégie pour acquérir de la nourriture. Et cette stratégie, ça va être une stratégie, on va le voir tout de suite, de raquette. Donc on va trouver déjà deux catégories, ceux qui raquettent et ceux qui sont, on va dire, les transporteurs, les ravitailleurs. Et dans les ravitailleurs, vous allez avoir deux populations, ceux qui sont autonomes, c'est-à-dire qui vont chercher leur nourriture et ils se nourrissent eux-mêmes, et ceux qui vont chercher leur nourriture, mais qui nourrissent d'abord les raquetteurs. Alors, il ne faut absolument pas prendre cette expérience comme une sorte d'analogie avec la société. Si vous voulez, il ne faut pas voir ici, évidemment, quelque chose comme les méchants exploiteurs qui exploitent le pauvre peuple, etc. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous voyez que dès qu'il y a une condition sociale un petit peu extrême, ou une condition environnementale un peu extrême, vous allez faire diverger des stratégies. Et cette divergence, elle a pour origine le fait que les animaux, intrinsèquement, au départ, ils ne sont pas tous identiques. Ils ont des traits de caractère différents, et soumis à une certaine pression, selon vos traits de caractère, vous allez envisager une stratégie ou une autre. Chez l'homme, on essaye de définir 5 grands critères qui sont l'ouverture à l'expérience, le caractère consciencieux, l'extraversion, 3 petits points. Donc c'est très compliqué. Par contre, chez les animaux, on reste sur des choses beaucoup plus simples, telles que l'exploration, l'agressivité, la sociabilité, la prise de risque. On va prendre un exemple, par exemple l'exploration. Qu'est-ce qu'on va appeler l'exploration, qui est finalement une fonction qui est très importante pour les animaux, mais aussi pour nous. Imaginez-vous dans un restaurant. On connaît tout ça, vous avez des amis, sur une carte qui peut être différente tous les jours, vous aurez toujours quelqu'un qui prendra toujours exactement la même chose, le hamburger avec les frites. Puis il y a des gens qui vont changer. Ils vont prendre les nouveaux plats du jour, ils vont les tester. Donc la première personne, finalement, c'est quelqu'un qui exploite. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, elle a déjà testé, il n'y a pas de surprise, on exploite nos informations et on y va. La deuxième personne, celle qui va changer tous les jours, est plutôt du type explorateur. C'est-à-dire qu'il y a de l'incertitude dans votre environnement, vous prenez de l'information. Chez les animaux, c'est beaucoup plus important, puisque là, finalement, on va avoir ces questions qui se posent continuellement, par exemple, pour l'accès aux ressources. Un animal qui a trouvé une ressource de nourriture, il doit en permanence se poser la question, savoir s'il doit continuer à l'exploiter ou aller explorer pour trouver une autre source de nourriture pour que, quand la première sera finie, il ne soit pas complètement perdu. Imaginez un instant que vous pouvez mesurer
donc ce trait de caractère dans une population ici de rats. Ce qu'on va voir, c'est effectivement une distribution autour d'une valeur moyenne. Et puis, quand on regarde individuellement, par exemple Bob et Joe, Bob, en apparence, il est moins explorateur que Joe. Vous pouvez vous dire, c'est du bruit. C'est-à-dire que ça, c'est de la fluctuation aléatoire, etc. Donc, pour répondre à cette question, on refait l'expérience. Et en fait, tous les jours, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que Bob, il est moins explorateur que Joe. Tous les jours. Et puis, si on change le contexte, on va s'apercevoir que Bob, même dans un contexte où il faut augmenter l'exploration, Bob, il va augmenter son exploration, mais il restera moins explorateur que Joe. C'est ça qu'on va appeler un trait de personnalité. C'est-à-dire une différence stable entre les individus. En permanence, finalement, un individu sera moins explorateur qu'un autre. Ça pose des contraintes sur les systèmes. Parce que ça veut dire finalement qu'on a des limites. Alors Bob, il est moins explorateur que Joe, donc il ne sera jamais capable d'atteindre le niveau de Joe. Mais Joe, paradoxalement, il sera moins exploitant que Bob quand on aura besoin d'exploiter. Ça veut dire qu'on est tous dans une gamme de fluctuations et qu'on a des limites comportementales. L'autre chose que je vous montre ici, c'est que, en fait, on a un certain nombre de traits de caractère qui sont corrélés les uns avec les autres. Donc typiquement, par exemple, chez les souris ou les rats, ce qu'on va retrouver, c'est que le caractère d'exploration est très lié au niveau d'activité. Chez d'autres animaux, vous trouverez l'exploration, par exemple, liée à l'agressivité. Ça, c'est ce qu'on appelle des syndromes comportementaux et ça caractérise une espèce. Donc la question qui se pose, c'est de savoir quelle est la source de ces variations. Moi, je suis neurophysiologiste, c'est-à-dire que la source de ces variations m'intéresse, je vais la mettre plutôt au niveau des fonctionnements des réseaux nerveux. Donc aujourd'hui, on est capable d'analyser les fonctionnements du cerveau avec beaucoup de techniques, d'imagerie, d'électrophysiologie, chez l'homme et chez les animaux. Et je vous montre ici, c'est une image du cerveau d'une souris, où l'on va voir en fait la mise en place de certaines structures. Donc ici, par exemple, vous voyez là-haut des structures très bien organisées qu'on appelle des cortex. Fondamentalement, tous les cerveaux sont différents les uns des autres. En fait, il y a plusieurs sources et raisons à cette variabilité. Alors d'abord, on peut se dire que si jamais, pourquoi est-ce que nous sommes différents, vous et moi par exemple, la première base, c'est pour se dire, on n'a pas la même génétique. Donc à partir de là, on ne peut pas avoir les mêmes exactement structures. Certes, mais c'est un peu simple. Le deuxième élément en fait, qui joue énormément dans la construction d'un cerveau, c'est les phases de développement. Je vous rappelle qu'on part d'une cellule et puis qu'on arrive finalement à un individu multicellulaire très complexe. Et le cerveau, c'est 1 milliard de cellules connectées de manière très précise les unes avec les autres. Alors au cours du développement, les cellules, finalement, elles vont réussir, elles vont bien se mettre pour réaliser les grandes structures telles que les cortex, l'hippocampe, le cervelet, etc. Donc ça, c'est conservé d'un individu à l'autre. Mais par contre, si je regarde précisément les connexions, par exemple, de ces cellules ici, vers où elles projettent, entre deux individus, je vais noter des différences statistiques. Le système ne peut pas reproduire exactement tout le temps la même chose. C'est une source de variation importante. La troisième source de variation, qui elle arrive tout au long de la vie, c'est la plasticité. Nos cerveaux sont des structures éminemment plastiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une expérience, quand vous apprenez, quand vous êtes soumis à un stress, quand vous êtes soumis à des modifications environnementales, vos structures vont s'adapter. Vous allez avoir des modifications à la fois anatomiques, dans les connexions fines entre les neurones, ce qui va permettre, entre autres, vos apprentissages, mais aussi un certain nombre d'adaptations. Et enfin, je dirais qu'il y en a une quatrième, plus compliquée, qui sont l'état. C'est-à-dire que votre cerveau, c'est une structure dynamique. Avec une même structure, je peux avoir différents modes de fonctionnement. Et ça, c'est pareil, on va avoir des interactions avec l'environnement qui fait que vous allez favoriser certains états. Si je suis stressé, mon cerveau va plutôt se mettre à fonctionner d'une certaine manière par rapport à si je suis détendu. Donc tous ces processus-là, ils mettent quand même en évidence deux choses, c'est que vous pouvez avoir des variations qui se créent dans la structure même du cerveau. Et par exemple, je peux vous expliquer relativement facilement finalement pourquoi deux cerveaux qui devraient être identiques, comme des jumeaux, ne le sont pas, tout simplement parce que les phases de développement et l'histoire individuelle n'est pas la même. Et donc vous allez avoir une sorte de imprinting où finalement vos réseaux vont marquer toutes les différences individuelles de vos expériences. Le problème, c'est de savoir quelle est la source de cette variation, ou quel est le moteur de cette variation. Le premier moteur, on a l'impression, c'est le hasard. Si je regarde mes deux premiers points, génétique, développement, c'est quelque chose qui se passe au début de la vie, etc. Et ça pourrait être considéré comme étant la chose qui vous apporte le plus de variation et donc qui va définir vos comportements. Si c'est ça, on va dire par exemple, c'est le hasard qui va déterminer vos comportements, et donc vos comportements ne sont pas le fruit d'une adaptation.
Vos traits de caractère ne sont pas issus d'une adaptation. Vous naissez avec un bagage, vous naissez avec un certain nombre de traits de caractère, et puis ça va être vous de faire avec. L'autre hypothèse, ça serait plutôt de dire que vos traits de caractère sont issus d'une adaptation. C'est-à-dire que dans votre environnement, dans vos relations sociales, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont intervenir, qui vont changer vos habitudes, vos traits de caractère, vos mécanismes de prise de décision, et ça va changer votre personnalité. Et donc dans ces cas-là, votre personnalité, elle est adaptée à l'environnement. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour étudier ce genre de choses, on développe dans les laboratoires ce qu'on appelle maintenant des mini-sociétés. C'est-à-dire qu'on va développer des grands environnements dans lesquels on va laisser les animaux vivre pendant très longtemps. Et puis on a les outils technologiques maintenant qui nous permettent finalement de filmer les comportements de ces animaux en continu, d'analyser finalement leur position en utilisant des puces RFID, en utilisant de la vidéo. Et puis on va laisser ces animaux dans ces environnements. Et puis comme on peut le faire avec des populations d'hommes, en fait on va analyser en continu ces environnements et essayer de voir quelles sont les caractéristiques de chaque individu. Donc en faisant ça, on va pouvoir avoir un suivi individuel d'une souris sur plusieurs mois et donc véritablement tracer une sorte de carte individuelle de chaque animal. Alors en plus, je vous montre ici, dans ces environnements-là, donc dans lesquels on n'a pas à intervenir, nous, on propose à la souris un certain nombre de tests cognitifs qui nous permettent de l'évaluer. Donc on a des systèmes de portes dans lesquels les souris se présentent. Elles sont sélectionnées une par une, et puis là, par exemple, elle doit choisir d'aller à droite pour recevoir une récompense, ou à gauche pour recevoir un autre type de récompense. Et donc je vais lui proposer ces tests, la laisser vivre là-dedans, et au bout de quelques mois, je regarde un petit peu tous ces résultats. C'est pas simple, hein. Il y a beaucoup de données. Mais quand on fait ça, on voit deux choses. Tout d'abord, très vite, vous vous rendez compte que les souris développent des traits particuliers. C'est-à-dire que certaines souris vont être très actives, d'autres très peu actives. Elles vont rester en groupe, d'autres vont plutôt être exploratrices, etc. Au niveau de la zone de test, ce qu'on propose, c'est l'animal, ici, il a le choix d'aller à droite ou à gauche. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on met à droite, par exemple, du sucre et à gauche de l'eau. Et puis l'animal, on le laisse choisir et on voit ce qu'il fait. Ici, on voit émerger deux types d'individus. Cet animal, par exemple, quand le sucre est à droite, il va à droite. À partir du moment où je change de côté le sucre, on voit que très vite l'animal suit et donc va switcher pour suivre le sucre. Ça, on se dirait, c'est le comportement à peu près normal et standard attendu. C'est-à-dire que l'animal est intéressé par le sucre, il est capable de savoir où il est, il le traque. Par contre, en face, ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi une population d'animaux qui, elle, n'en a rien à faire du sucre ou de l'eau. Elle va toujours à gauche. Tout le temps. Ces animaux, quand on regarde leur comportement dans la communauté, ils sont différents aussi. Ceux-là, effectivement, sont plus explorateurs, ceux-là resteront plus en groupe, et puis iront finalement plus vers la nourriture que vers l'eau, vers la nourriture solide que vers l'eau. Et puis ils auront tendance à moins vivre isolés les uns que les autres. L'autre différence, que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est capable d'analyser un petit peu les structures du cerveau de ces animaux. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des grosses différences au niveau de certains neuromodulateurs, par exemple la dopamine, qui est à un niveau d'activité beaucoup plus faible chez ces individus en gris que chez ces individus en rouge. Jusque-là, finalement, c'est intéressant, mais il n'y a pas grand-chose de surprenant. Quand on met les individus au sein d'un même milieu, on va avoir une divergence des traits de caractère et on va faire exploser, on va faire apparaître cette divergence en utilisant ce type de test. C'est un peu comme les rats plongeurs. Par contre, ce qu'on peut faire comme analyse, c'est dire, OK, qu'est-ce qui se passe maintenant si je prends tous ces individus, par exemple, qui ont un même type de phénotype? Si je mets ensemble que des individus gris, qui sont les individus qui switchent. Si je fais ça, je laisse les animaux pendant 4-5 semaines ensemble, très rapidement, ce que je vais voir, c'est une réadaptation. C'est-à-dire que je vais voir l'apparition d'individus rouges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des individus qui, avant, étaient capables de faire ce test en suivant le sucre, maintenant n'en sont plus capables. Alors soit vous imaginez qu'effectivement ils sont devenus bêtes, c'est pas tout à fait ça le sens du test, soit vous imaginez en fait que dans le groupe social, ils se sont repositionnés les uns par rapport aux autres, ils ont redéfini chacun leur rôle, et à partir de ce moment-là, dans ces rôles, il y en a un certain nombre qui ont laissé le côté exploration pour développer le côté exploitation. Et à partir du moment-là, quand on leur fait leur test, même tout seul, et pas en comparaison des autres, ils continuent à exploiter ce profil exploitant,
et donc il ne switche plus. Donc ça veut dire que vous avez un certain nombre de comportements qui sont des adaptations à votre environnement. Si vous avez des changements forts ou importants dans l'environnement, vous allez adapter vos traits de caractère. Donc vous n'êtes pas si défini que ça à la naissance, et puis il y a un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus adaptatifs. Alors évidemment, vous allez me dire, moi ça m'intéresse ce genre de choses. Maintenant, ça paraît assez évident finalement de dire que vous vous adaptez. Maintenant, quelle est la conséquence pour un certain nombre de pathologies ? Si je prends des maladies psychiatriques, par exemple les addictions, vous devez savoir qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont essayer des produits et tout le monde ne devient pas dépendant. C'est le cas de la cigarette et c'est aussi le cas de l'alcool. L'alcool, d'ailleurs, est un très bon exemple. Vous avez des gens qui peuvent consommer de manière festive de l'alcool toute leur vie sans perdre le contrôle. Et là, vous pouvez vous dire, ces gens-là, finalement, sont résistants. Et puis, il y a des gens qui, très vite, même s'ils commencent à boire de l'alcool de manière festive, vont tomber dans la dépendance. Et là, vous vous dites, pas de chance, ils n'avaient pas les bons gènes ou ils n'avaient pas les bonnes causes. Par contre, si on considère que ce que je vous ai montré avant est vrai, ce qui peut se passer, c'est que lorsque, au cours de votre vie, vous avez un changement dans votre relation, un changement dans votre vie familiale, ce qui peut se passer, c'est que vous allez avoir une réadaptation d'un certain nombre de vos traits de caractère, et quelque chose que vous contrôliez avant, finalement, vous allez en perdre le contrôle. Et donc, vous allez voir ça typiquement chez un certain nombre de users, des gens qui vont toute leur vie contrôler leur consommation, et puis, suite à un événement familial ou autre, vont basculer dans la mise en place de la dépendance. Donc ce qui est intéressant finalement, c'est de voir aussi quelles sont les relations entre ces traits de caractère et des susceptibilités aux pathologies. D'accord ? Finalement, on va avoir des mécanismes de boucle qui font que vous avez des traits de caractère qui vont être associés à des susceptibilités. Par exemple, la prise de risque est associée justement aux addictions, puisqu'en fait, vous avez tendance à essayer les choses. Mais une fois qu'on a commencé à prendre des produits, l'addiction va augmenter la prise de risque. Et donc vous avez des mécanismes en boucle comme ça qui font que vous allez converger vers des profils. Alors au final, d'un point de vue recherche, travailler sur ces variations individuelles, qui semblent être quelque chose au départ qu'on pouvait trouver du bruit, ça nous ramène à essayer de comprendre un petit peu comment les individus interagissent avec leur environnement, c'est-à-dire comment les individus changent leur environnement et comment l'environnement, en contrepartie, change les individus. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est faire rentrer l'individu, en tout cas faire rentrer la notion d'individu dans le mécanisme médical, c'est-à-dire qu'en fait, on doit pouvoir maintenant, avec le développement de ce qu'on appelle la médecine personnalisée, avoir une médecine qui est basée sur l'histoire de l'individu et pas seulement sur un individu moyen. Et donc, en conclusion, je dirais que, en tout cas pour moi en tant que chercheur, travailler sur ces domaines, c'est travailler sur finalement des choses très très spécifiques que sont des souris au fond d'un laboratoire, ça ne nous laisse pas très très loin de phénomènes qui sont relativement très importants pour la société. Merci.